La feuille d'examen était posée devant elle, sa surface complètement vierge, à l'exception d'un mot tremblant griffonné au crayon au centre, Aluda. Le cœur de mademoiselle Marcella fit un bond. Ce n'était pas un gribouillage enfantin ni une distraction insouciante, mais un appel à l'aide. Elle leva les yeux et vit Gaël, 6 ans, assis immobile à son bureau, le regard fixé au sol. 6 ans bien trop jeune pour écrire un texte aussi désespéré, et pourtant trop effrayé pour cacher ce qu'il portait en lui. Marcella se leva et s'approcha lentement de lui, comme quelqu'un qui essaie de ne pas effrayer un oiseau. Mais avant qu'elle puisse parler, une porte claqua dans le couloir. Gaël recula instantanément, se recroquevillant sur lui-même sur la chaise, les bras au-dessus de la tête, comme s'il se préparait à la punition. Personne d'autre ne bougea, seul lui tremblait. Son silence en disait long. Lorsque la classe se vida, Marcella s'agenouilla à côté de lui. « Gaël, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas, ne cligna même pas des yeux, il était enfermé dans son fort intérieur. Plus tard, serrant la feuille de papier, Marcella se rendit dans le bureau du directeur. « Il y a un problème ?» Sandra leva les yeux. Marcella a posé l'examen sur le bureau. Gaël a écrit ça et a dit qu'il l'enfermerait s'il se trompait encore. Sandra soupira, esquissant un sourire forcé. « Oh, Marcella, les enfants sont parfois anxieux. Les examens sont difficiles pour certains. Ils imaginent parfois des choses. » « Ce n'est pas de l'imagination, » insista Marcella. Il a tressailli quand une porte s'est refermée. Sandra croisa les bras. « Tu es très émotif, c'est normal. Mais observons tranquillement pour l'instant. Pas besoin d'impliquer ses parents pour l'instant. » Marcella est partie avec un visage calme, mais sa décision était prise, si personne d'autre n'agissait, elle le ferait. Le lendemain matin, sous un ciel gris, Marcella arriva tôt, manquant de sommeil, les mots de Gaël résonnèrent, « Si je me trompe encore, ils m'enfermeront à nouveau. » Les bureaux étaient impeccables, tout était à sa place, sauf le calme. Quand la cloche sonna, les enfants affluèrent, riant et se bousculant avec leurs sacs à dos. Tout semblait normal jusqu'à ce que Gaël apparaisse à la porte, entrant comme pour demander la permission de troubler le silence. Sa petite silhouette était voûtée, un sac à dos déchiré pendu à une épaule, la fermeture éclair ouverte révélant un cahier sale et une feuille froissée. Pas de déjeuner, rien d'autre. Marcella l'observa silencieusement tandis qu'il choisissait le bureau le plus éloigné de la porte et s'asseyait sans un mot. Elle s'accroupit à côté de lui. « Bonjour, Gaël. Ton sac à dos est déchiré, veux-tu que je le répare ?» Il serra le sac contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qu'il possédait encore, et secoua la tête sans lever les yeux. « Je voulais juste aider, » murmura-t-elle, et puis elle vit un bleu-violet pâle près de son bras gauche, là où sa manche avait glissé. Sa gorge se serra. Pendant le cours, tandis que les autres copiaient au tableau, Gaël semblait à des kilomètres, tenant son crayon si raidement que c'était un miracle qu'il puisse toucher le papier. Puis le crayon glissa de ses doigts et tomba par terre avec fracas, un accident banal. Mais Gaël se figea. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, sa poitrine se souleva et, quelques secondes plus tard, il se mit à sangloter non pas les pleurs frustrés d'un enfant, mais des larmes chargées de peur, comme s'il connaissait déjà le châtiment qui l'attendait. « S'il te plaît, ne lui dis rien, » halta-t-il entre deux sanglots. Je ne voulais pas le casser. Marcella s'agenouilla près de lui, mais resta à distance respectueuse. Ce n'est rien, Gaël, c'était juste un crayon. Je te promets que ce n'était pas intentionnel. Les autres enfants regardaient, perplexes, quelques-uns ricanaient, la plupart se taisaient. Marcella demanda à chacun de retourner à son travail et resta aux côtés de Gaël jusqu'à ce que sa respiration se calme. Pourtant, intérieurement, son cœur battait fort. Quand la cloche finale sonna et que la classe vibra de joie et de liberté, Gaël se tenait seul près de la fenêtre, son sac à dos en bandoulière, les yeux baissés comme s'il attendait une punition. Marcella observait derrière la vitre, la poitrine serrée d'inquiétude. Elle avait besoin de voir qui viendrait chercher Gaël. Bientôt, un homme apparut à la porte, taille moyenne, barbe mal rasée, t-shirt délavé, et une expression lourde qui durcissait ses yeux sombres et enfoncés. Gaël ne courut pas, il se figea simplement, les épaules voûtées, le souffle court. L'instinct poussa Marcella à la porte. « Bonjour », lança-t-elle gentiment. L'homme la regarda avec irritation. Marcella s'approcha. « Je suis le professeur de Gaël, on pourrait parler un instant ?» Il la regarda, puis le garçon, puis de nouveau elle. « Il va bien.
Rien à dire, il doit juste étudier et obéir. Il a pleuré un peu aujourd'hui. Sur ce, il saisit brutalement le bras de Gaël et le tira à travers le portail comme pour écarter un importun. Marcella resta figée, les mains engourdies, jusqu'à ce qu'elle entende un sanglot silencieux et les pleurs doux et étouffés de Gaël sur le trottoir, aussi clairs et douloureux que ce seul mot lors de son examen. Le mardi matin suivant, Marcella arriva plus tôt que jamais. Dès qu'elle fermait les yeux, elle voyait Gaël sur le trottoir, en pleurs, tiré par cet homme Arturo, elle connaissait maintenant son nom. Elle disposa les bureaux et ouvrit les fenêtres en mode pilote automatique, le temps s'emballant. Quand Gaël entra, son visage était encore plus terne qu'avant. Quelque chose en lui semblait s'éroder en silence. Marcella ne dit rien, elle le laissa s'asseoir et le regarda comme on soigne un oiseau blessé, déterminé à le protéger aujourd'hui. Quelque chose glissa de son sac à dos et tomba au sol. Marcella se pencha et ramassa un petit morceau de papier plié en 4. Elle le déplia soigneusement et se figea. Le dessin, réalisé au crayon de couleur, était simple et enfantin, mais son message était dévastateur. À l'intérieur d'une pièce fermée à clé, 3 verrous verrouillaient la porte. Par une minuscule fenêtre, un petit enfant se tenait debout, les yeux bleus, le visage ruisselant de larmes. Dehors, une ombre sans visage tenait une ceinture à la main. Dans un coin, le mot « Silencio » était griffonné en lettres de travers. Un nœud se serra dans la poitrine de Marcella. Ce n'était pas un simple gribouillage, c'était une supplication, la seule façon pour Gaël de dire l'indicible. Serrant le papier, elle se dirigea droit vers le bureau du directeur. La porte était légèrement entr'ouverte. Sandra, la directrice, était assise à son bureau et signait des formulaires. Marcella se glissa à l'intérieur sans frapper, le cœur battant. « Sandra, j'ai besoin de te parler maintenant, c'est à propos de Gaël. » Sandra leva les yeux, surprise un instant, puis joignit calmement les doigts. « Vas-y, Marcella. » Marcella ouvrit le dessin sur le bureau. Sandra le parcourut du regard avant de croiser les bras. Il l'a laissé tomber de son sac à dos, commença Marcella. « Je crois que c'est plus qu'un simple rêve. C'est un portrait de ce qu'il vit. La pièce fermée à clé et cette ombre avec la ceinture, il essaie de nous dire quelque chose. » Sandra expira lentement. « Je sais que tu tiens à moi, et j'apprécie. Mais il faut faire attention. » « Attention à quoi ? » La voix de Marcella était ferme. « La réputation de l'école ou sa vie ? » La directrice maintint son calme. « Les deux. Tu as un grand cœur, mais tu t'impliques trop. Les enfants dessinent ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils imaginent. On ne peut pas porter d'accusation sur la base d'une seule image. » Marcella a continué. « Et le mot à l'aide sur son examen ? Sa peur en entendant du bruit derrière les barreaux ? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Sandra, c'est une tendance et il supplie qu'on l'écoute. » Sandra referma le dossier avec une lenteur délibérée. « Si c'est sérieux, ça sortira en temps voulu. Pour l'instant, continue à observer. Ne te précipite pas et ne laisse pas tes émotions faire plus de mal que de bien. » Marcella déglutit difficilement, glissa le dessin dans sa poche et partit. Dehors, Gaël était assis seul sur le banc de pierre, les jambes ballantes. Il jouait avec sa fermeture éclair comme s'il se préparait à une punition. Marcella l'observait de loin, pensant à la fréquence à laquelle un dessin d'enfant recèle une vérité que les adultes refusent de voir. Elle ne prétendrait pas l'avoir remarqué. Ce soir-là, bien après le départ de tous, Marcella resta. Elle éteignit les lumières de la classe, mais ne rentra pas chez elle. Au bureau, elle alluma l'ordinateur de l'école, ouvrit les dossiers d'inscription et tapa « Gaël Reyes Moral ». Son dossier apparut, son père, Arturo Moral, sa mère, Déborah Reyes décédée, noté avec un astérisque, comme tuteur légal, Arturo. Tout était renseigné, adresse, téléphone, CURP. Tout en bas, presque perdu dans les lignes, se trouvait un unique contact d'urgence, Isabelle Reyes, sa grand-mère maternelle. Marcella retint son souffle. Un numéro était inscrit à côté du nom d'Isabelle. Elle composa immédiatement. Une fois, 2 fois, 3 fois, puis une voix enregistrée, « Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. » Elle essaya 2 fois de plus. Rien. Le lendemain, Gaël arriva avec son air abattu habituel, sa chemise pendante comme si elle avait été empruntée à un autre enfant. Pendant la récréation, Marcella l'appela et le conduisit vers un banc au fond de la cour de récréation. « Gaël, puis-je te demander quelque chose ?
Elle parla doucement, et il la regarda dans les yeux, non pas avec suspicion, mais avec l'épuisement de quelqu'un qui a trop souffert. « Tu te souviens de ta grand-mère, Isabelle ?» La question fit briller une lueur dans ses yeux. « Oui, » murmura-t-il. Elle préparait de l'atoll à la cannelle et me laissait dormir avec la lumière allumée. Marcella esquissa un léger sourire. « Sais-tu où elle est maintenant ?» Sa lumière s'éteignit instantanément. Il détourna le regard. Elle est partie. Parce qu'il ne l'a pas laissé me parler. Un silence pesant s'installa entre eux. « Mais tu l'aimes, n'est-ce pas ?» insista T.L. Gaël hocha la tête d'une voix à peine audible, c'était la seule à vraiment m'écouter. Cet après-midi-là, Marcella retourna aux archives, recopia l'ancienne adresse d'Isabelle et fit des recherches en ligne. Aucune trace, pas de réseaux sociaux, pas de documents publics. C'était comme si Isabelle avait disparu de la surface de la Terre. Avant de partir, Marcella glissa la feuille d'examen de Gaël et le dessin au crayon dans son carnet, puis écrivit « Isabelle Reyes » en haut d'une page vierge. Plus tard, lors d'une autre matinée ordinaire à l'école Benito Juárez, tandis que les enfants couraient et riaient dans la cour, Gaël avançait d'un pas lourd. Marcella le remarqua immédiatement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Il essayait de cacher une ecchymose au genou. Lorsqu'elle releva doucement son pantalon, elle vit la croûte violacée, non nettoyée et à vif. « Tu es tombé » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « S'il te plaît, ne le dis à personne » supplia-t-il. « Si tu le dis, il le saura. » Marcella sentit sa gorge se serrer. Elle ne pouvait plus attendre. Dans la salle des professeurs, elle ferma la porte et appela le service de protection de l'enfance. « Bonjour, je suis Marcella Ortiz, institutrice de CP à Benito Juárez. Je dois signaler anonymement une possible maltraitance familiale. Il a 6 ans. Il a écrit, au secours, sur un examen, dessine des scènes violentes, a des marques sur le corps et a trop peur d'aller à l'infirmerie. » La voix à l'autre bout du fil était polie mais ferme. « Nous comprenons, madame, mais nous avons besoin de preuves concrètes, des rapports médicaux, une plainte officielle, un témoin externe. Sans cela, nous ne pouvons pas agir immédiatement. » Marcella ferma les yeux, dépitée. « Mais je suis témoin, » insista T.L. « Je vois les signes, je l'entends, même quand il ne peut pas le dire. Continuez à observer et contactez-nous si vous avez plus d'informations, » répondit-elle avant de raccrocher. Son cœur était plus lourd que jamais. Comment un système conçu pour protéger les enfants pouvait-il exiger autant de quelqu'un à peine capable de demander de l'aide? De retour en classe, Gaël était assis à son bureau, la tête baissée, dessinant en silence. Marcella était assise à côté de lui, sans un mot. Ils respiraient ensemble dans un silence partagé, et elle se fit une promesse, elle n'abandonnerait pas et ne laisserait plus jamais la peur de cet enfant être ignorée. Marcella marchait entre les petits bureaux, s'arrêtant pour observer les enfants perdus dans leurs expériences colorées. De petits doigts étalaient la peinture hors des lignes, et des rires éclatants éclataient à chaque fois qu'une teinte s'égarait. Gaël était assis à proximité, un crayon bleu à la main, déterminé à capturer un ciel pourtant, le sien était toujours plus sombre que celui des autres. Même ses traits, d'habitude si tendus et retenus, semblaient calmes aujourd'hui, pour la première fois depuis des jours, son visage était serein. Puis, soudain, tout devint noir. Il y eut un claquement sec, et les lumières de la classe s'éteignirent. Le projecteur s'arrêta net. Certains enfants rirent, ravis de cette pause inattendue. D'autres crièrent, « Les lumières sont éteintes !» Mais Gaël ne rit pas. Il se figea, les yeux écarquillés, le crayon lui échappant des mains tremblantes. Quelques secondes plus tard, il se recroquevilla sur sa chaise, le corps crispé par la peur. Un cri perça le silence, « Non, non. Je ne veux plus y retourner. » Sa voix brisa le silence, et les autres enfants reculèrent, certains debout, d'autres immobiles, tous désorientés. Marcella bondit en avant. « Gaël, tout va bien. »« Je suis là, » murmura-t-elle, mais ses sanglots le secouaient. Il se recroquevilla sur son bureau, le visage enfoui dans ses bras. « S'il vous plaît, ne m'enfermez pas. S'il vous plaît, ne me laissez pas là, » supplia-t-il. Marcella s'agenouilla près de lui et entoura son corps fragile de ses bras. Elle le serra fort, le berçant doucement, comme on apaise une blessure qui ne guérit pas du jour au lendemain. Peu à peu, ses pleurs s'atténuèrent, s'apaisant avec la patience de quelqu'un qui sait que certaines blessures sont profondes. La pièce resta obscure,
mais Marcella resta à ses côtés. Lentement, les autres enfants reprirent leur calme et retournèrent à leur place. La tête toujours appuyée contre sa poitrine, Gaël murmura, « Parfois, il oublie même ma présence. » Marcella ferma les yeux. Ce n'était pas un simple soupçon ou une pensée fugace, c'était l'aveu d'une peur qu'il ne pouvait supporter seul. Lorsque le courant fut enfin rétabli, Marcella s'excusa et s'éclipsa avec l'assistant dans l'arrière-boutique. Elle se lava le visage, prit une profonde inspiration et se regarda dans le miroir. Elle ne pouvait plus attendre. Il fallait agir, et il fallait agir maintenant. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. Elle était assise à la table de la cuisine, ses papiers scolaires empilés devant elle, le nom, Gaël, griffonné sur une feuille volante. Comment protéger un enfant trop effrayé pour demander de l'aide à voix haute? Elle savait qu'elle ne pourrait pas le sortir de chez lui, il n'y avait aucune preuve, aucune accusation formelle. Mais elle pouvait le garder ici, à l'école, le plus longtemps possible. Le lendemain matin, Marcella se rendit directement au bureau du directeur. Elle frappa, puis entra avant même qu'on lui réponde. « On a une urgence », annonça-t-elle. Sandra, la directrice, leva les yeux, surprise. Marcella n'attendit pas, « Je veux que Gaël soit en garderie prolongée, repas, devoirs, atelier, tout ce qu'on peut arranger. Il doit rester plus longtemps ici. » Sandra haussa un sourcil. « Son tuteur légal est-il d'accord ?» demanda-t-elle froidement. « Il ne le fera pas » dit doucement Marcella. « C'est pour ça que je te pose la question. Son père ne peut pas le savoir pour l'instant. J'en assume l'entière responsabilité. » Le regard de Sandra s'adoucit, même si la prudence persistait. « Tu es prête à porter ce fardeau seul ? » Oui. Parce que son père finira par être furieux, et je ne mentirai pas pour couvrir qui que ce soit. La voix de Marcella était ferme. « Je ne te demande rien de caché, » répondit Sandra après une pause. « Laisse-lui juste le temps de respirer. » Elle prit le dossier d'inscription de Gaël et écrivit « 2 activités supplémentaires par jour jusqu'à nouvel ordre. Rapports écrits quotidiens requis. » Marcella exhala un soupir de soulagement. À l'heure du déjeuner, Marcella s'agenouilla près du plateau de Gaël. « Aujourd'hui, tu vas rester un peu plus longtemps à l'école. On a un atelier d'argile, puis l'heure du compte. » Son visage s'assombrit. « Je ne veux pas rentrer plus tard, » murmura-t-il. « Alors reste avec nous, » dit-elle doucement. Ses camarades lui firent signe de la main et lui offrirent des dessins de travers. Gaël parvint à esquisser un petit sourire sincère et à cet instant, Marcella comprit qu'elle faisait ce qu'il fallait. Au diable les plaintes, un père en colère ou la bureaucratie, elle protégerait cet enfant, même seul. Le jeudi après-midi commença calmement, Gaël était allongé sur un tapis coloré dans la salle de lecture, un livre ouvert sur les genoux, les yeux rivés sur les images. Marcella l'observait avec une tendre fierté, le voir paisible, sans peur, c'était comme regarder une fleur longtemps endormie enfin se dorer au soleil. À 13h17, la réceptionniste fit irruption dans le bureau. « Directrice Sandra, il y a un homme à la porte. Arturo Moral, qui prétend être le père de Gaël. Il est bouleversé. » Le cœur de Marcella fit un bond. Elle se leva aussitôt. Dehors, Arturo arpentait l'allée, le visage crispé, les poings serrés. Voyant Marcella et Sandra approcher, il s'élança. « Pourquoi mon fils est-il encore là après les heures de bureau ? Pour qui te prends-tu pour décider ça ? » Sandra a tenu bon. « Les horaires prolongés sont un soutien pédagogique. Votre fils est plus calme, plus impliqué. Ou plus endoctriné, » ricana Arturo. Marcella inspira profondément. Gaël a montré des signes évidents de stress et de peur. C'est notre devoir de prendre soin de lui. Arturo s'approcha, la fureur dans le regard. Prendre soin de lui ou se mêler de ceux qui ne te regardent pas. Si tu prends mon fils pour ses bêtises, tu vas payer. Sandra l'interrompit d'une voix ferme, on documente tout. Il l'ignora. Je veux mon fils, tout de suite. Quelques instants plus tard, Gaël émergea, guidé par un assistant. Il se figea à la vue de son père, le corps figé, le regard éteint. Marcella s'agenouilla et dit doucement, « Pourrais-tu me parler du château que nous avons dessiné hier ?» Il la regarda, le regard suppliant, mais ne dit rien. Arturo le saisit par le bras. « Allons-y. » Il peut rester jusqu'à ce qu'il ait fini, insista Marcella. Arturo lui lança un regard noir. « C'est un enfant.
Il vient avec moi. Ils s'éloignèrent ensemble. Gaël jeta un coup d'œil en arrière, croisant le regard de Marcella, silencieux. Après le claquement du portail, les jambes de Marcella cédèrent. Sandra posa doucement une main sur son épaule. « Agissez vite », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je ne sais pas ce qui va lui arriver ce soir. » Le lendemain matin, la lumière du soleil éclairait le bureau vide de la classe de CP. Ce siège vacant semblait plus lourd que n'importe quelle parole. Le regard de Marcella se posait régulièrement sur la porte, empreint d'espoir et de crainte à chaque seconde qui passait. La leçon se poursuivait autour d'eux, les cahiers ouverts sur les bureaux, les crayons posés entre de petits doigts avides tandis que des voix douces pratiquaient les rythmes de la lecture, le flux des mots, la magie de la formation des pensées sur le papier. Mais dans ce coin tranquille de la salle de classe, tout semblait différent, le temps s'était arrêté, la réalité avait changé et une vérité tacite flottait dans l'air. « Tu es la fille la plus forte que j'ai jamais connue », murmura Daniel, sa voix ferme et chaleureuse. Valentina leva les yeux, ses yeux brillants de surprise et de quelque chose comme du soulagement, comme si ces mots étaient la première lumière qu'elle ressentait depuis longtemps. « J'avais juste besoin que quelqu'un croie en moi », murmura-t-elle, ses petites épaules se détendant tandis qu'elle avançait. Sans hésitation, Daniel ouvrit ses bras et elle fondit dans son étreinte sans précipitation, sans peur, juste le simple réconfort d'être tenue par quelqu'un qui comprenait. À ce moment-là, tout a changé, les murmures, le poids qu'elle portait, tout a fondu sous la douce pression de cette étreinte. Lorsque la cloche finale sonna, Daniel s'attarda, redressant les chaises et ramassant les papiers égarés, jusqu'à ce qu'il atteigne le bureau de Valentina, l'endroit même où le courage avait pris racine. Il s'arrêta, passa une main sur le bois lisse, désormais un témoignage silencieux de sa résilience, et sourit en pensant, chaque enfant mérite le droit de s'asseoir ici en paix. Puis il effaça le tableau noir, le doux bruissement du plumeau résonnant dans la pièce vide, éteignit les lumières et sortit dans la lumière du jour déclinante avec le cœur léger, sachant qu'enfin, cette courageuse petite fille pouvait commencer à grandir. Les élèves jouaient et riaient, leur voix résonnant dans le couloir, réclamant avec impatience la récréation. Pourtant, tout cela semblait lointain, comme filtré à travers un verre épais. Leur absence laissait place à un silence sans pareil, un silence qui serrait profondément la poitrine de Marcella. En fin de journée, Marcella entra dans le bureau. « Gaël Moral est absent aujourd'hui », annonça la secrétaire en parcourant la liste de présence. « Il n'est pas venu, et il n'y a aucune excuse dans le dossier. Personne n'a appelé hier après-midi. Il n'y a que le mot signé laissé à son père. » Marcella sentit une boule se nouer dans sa gorge. Elle essaya de se convaincre que ce n'était peut-être qu'une simple fièvre ou un mal de ventre, mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était plus que ça. Le deuxième jour, son inquiétude se transforma en angoisse. Une fois de plus, le bureau de Gaël était vide, pas de message, pas d'appel. Pendant la récréation, Marcella ne pouvait plus feindre le calme. « Sandra, je vais chez lui », annonça-t-elle au directeur. Sandra hésita. « Tu sais que ça pourrait être dangereux. » La voix de Marcella était ferme. « Je n'entrerai pas. J'ai juste besoin de voir, d'entendre, de sentir, de savoir s'il est vivant. » À la tombée de la nuit, Marcella nota l'adresse dans son dossier, une maison d'angle parmi des habitations modestes, certaines au portail rouillé. La maison d'Arturo Moral était l'avant-dernière, sa clôture basse s'écaillait, l'herbe envahie par les mauvaises herbes. Marcella s'arrêta devant le portail, sonna. Pas de réponse. Elle frappa et appela « Gaël ?» Silence. Le portail était fermé par une lourde chaîne. Regardant à travers les lattes, elle vit des fenêtres fermées et des rideaux tirés. Puis, un bruit sourd, des pas rapides. Marcella colla son oreille contre le métal. « Gaël, c'est mademoiselle Marcella. Êtes-vous là ?» De nouveau, silence. Elle resta immobile pendant quelques minutes, le cœur battant la chamade. Sortant son téléphone, elle photographia la façade et enregistra un message vocal, « Maison fermée à clé, bruit à l'intérieur, pas de réponse, 2 jours d'absence urgent. » Les mains tremblantes, elle retourna à sa voiture et appela les urgences. La voix de l'opératrice était calme mais pressante, « Quelle est la situation ?» Marcella parla fermement, « Je suis enseignante. Un élève de 6 ans a disparu depuis 2 jours. Il vit chez son père, soupçonné de maltraitance. J'entends du bruit à l'intérieur, mais personne ne répond. Le portail est cadenassé. Je crains qu'il ne soit coincé, ou pire. 12 minutes plus tard, même si cela semblait durer des heures,
une voiture de patrouille arriva. Marcella courut vers les policiers. Il est là. Il est à l'intérieur, et il ne va pas bien. Les policiers examinèrent le portail, frappèrent à nouveau. Rien, dit un policier. On va forcer. Avec une force prudente, ils brisèrent la serrure, ouvrirent le portail et entrèrent. La maison sentait l'humidité et l'abandon. Murs sales, affaires éparpillées, silence pesant. Police. Quelqu'un ici, crièrent-ils, leur voix résonnant. Ils montèrent l'escalier grinçant, inspectant chaque pièce vide, une cuisine vide, des chaises renversées, la poussière accumulée sur les lits défaits. Ils atteignirent enfin la porte de la salle de bain, verrouillée de l'intérieur. Un policier s'accroupit pour regarder dessous. Il y a une ombre là-dedans, murmura-t-il. Marcella appela à travers la porte, la voix brisée, Gaël ? C'est moi. Puis, des sanglots étouffés. Descendez, ordonna un autre policier. 2 coups de pied, et la porte céda. À l'intérieur, dans un coin sombre près des toilettes, était assis Gaël Ossal, pieds nus, tremblant, les yeux écarquillés par la peur, mais vivant. Marcella tomba à genoux. C'est bon, mon cœur. C'est fini. Je suis là. Il se jeta dans ses bras, tandis qu'un policier l'examinait et qu'un autre montait la garde à la porte. Mais avant qu'il puisse bouger, Arturo apparut dans le couloir, les yeux exorbités. Que se passe-t-il ? Monsieur, restez en arrière, cria un policier. Arturo balbutia, je n'ai rien fait, je l'ai laissé dormir dans sa chambre. Le policier jeta un coup d'œil à la salle de bain. Vous êtes en état d'arrestation pour séquestration de mineurs. Arturo tenta de s'enfuir, mais fut rapidement maîtrisé, menotté dans la cour, pleurant comme un père comme les autres. Dans la voiture de patrouille, Gaël s'accrochait à Marcella, le visage enfoui dans son épaule. Il ne disait rien, mais sa respiration était régulière et, pour la première fois depuis des jours, il ne tremblait pas. Ils l'emmenèrent dans un abri temporaire, dans une rue calme, à l'écart du centre-ville. Les murs beiges et le modeste jardin, fleuri avec soin, lui donnaient une impression de sécurité, mais jamais de chez soi. À l'intérieur, de petites pièces abritaient des lits bien rangés et des étagères basses remplies de jouets. Marcella venait tous les jours lui apporter des livres et lui faire la lecture avant de se coucher. Pourtant, Gaël restait silencieux, attentif, comme s'il attendait quelqu'un. C'est l'assistante sociale qui a annoncé la nouvelle. Mademoiselle Marcella, nous avons retrouvé la grand-mère maternelle de Gaël. Marcella a bondi de sa chaise. Où est-elle ? À plus de 400 kilomètres, à l'intérieur des terres. Elle n'a eu aucun contact depuis la mort de sa fille. Elle vient ? Oui, elle est en route. Le lendemain matin, une fine bruine embrassa les rues. Un taxi s'arrêta devant le refuge. Par la fenêtre, Marcella vit une femme âgée en sortir, un vieux manteau, des chaussures usées, un sac lourd. Ses yeux étaient rouges, son visage las mais résolu. Marcella l'accueillit à la porte. « Êtes-vous Isabelle Reyes ?»« Oui. Je suis Marcella Ortiz, l'institutrice de Gaël. » Isabelle lui serra la main fermement, comme pour s'ancrer. « Je suis vraiment désolé. » Marcella secoua la tête. « Tu ne savais rien. » Isabelle baissa la tête. « C'est ma faute si je ne savais pas. J'aurais dû insister, aller à cette maison, crier, faire quelque chose. Mais il m'a bloqué, et je le croyais en sécurité. » Marcella déglutit. Ce qui compte, c'est qu'il sache maintenant qu'il n'est plus seul. Ensemble, ils se dirigèrent vers la chambre de Gaël. Il s'assit sur le lit, serrant le même ours en peluche dans ses bras, les yeux perdus dans le vide. Marcella frappa doucement. « Gaël, quelqu'un est là pour te voir. » Il se retourna lentement, reconnaissant peu à peu. « Grand-mère ?» Isabelle s'agenouilla près de lui, les larmes aux yeux. « C'est moi, mon amour. Je n'ai jamais quitté ton cœur, et je ne te quitterai plus jamais, » murmura Gaël contre son épaule, et elle le serra dans ses bras, lui promettant qu'il serait en sécurité. Plus tard, dans le salon des visiteurs, Isabelle et Marcella ont discuté avec l'assistante sociale. « Êtes-vous prête à demander la garde ? » « Oui, » a répondu Isabelle fermement. « Cet enfant est tout ce qu'il me reste de ma fille, et je le protégerai. » L'assistante sociale a noté, nous organiserons bientôt une première audience. Bien que son père soit détenu, il peut contester. Avec les bulletins scolaires, les conclusions de la police et votre soutien,
nous avons un dossier solide. Isabelle hocha la tête, la douleur au regard. Et s'il a peur de moi? Marcella lui serra le bras. Il est blessé, mais en vous voyant, il a respiré différemment. En partant, Isabelle regarda Marcella. Merci de ne pas avoir abandonné, lui et moi. Marcella sourit à travers ses larmes. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un matin nuageux les accueillit lorsque la voiture du refuge s'arrêta devant le palais de justice. Le bâtiment se dressait dans des tons gris acier, ses fenêtres polies reflétant de longs couloirs résonnants où chaque pas résonnait avec une précision glaciale. Il semblait trop stérile, trop vaste pour qu'un enfant si petit puisse y pénétrer. Pourtant, ce matin-là, Gaël, 6 ans, vêtu d'un costume emprunté bien trop grand pour lui, serrait la main de sa grand-mère comme une bouée de sauvetage. À leur côté marchait Marcella, la psychologue qui avait été sa discrète championne pendant des semaines, attendant juste derrière la porte du tribunal. Simple mais élégante dans sa tenue, elle dissimulait une vive nervosité sous son sourire serein. Marcella se pencha pour croiser le regard timide de Gaël. « Tu es venu » murmura-t-elle. Il hocha la tête, timide mais ferme. « J'ai peur » admit-il d'une voix à peine haletante. Doucement, Marcella serra ses petites mains. « Avoir peur n'est pas une faiblesse, Gaël. Sais-tu ce que signifie le courage? C'est parler haut et fort, même quand ton cœur bat fort. » Il inspira lentement et serra ses doigts, son propre petit acte de bravoure. À l'intérieur, la salle d'audience s'étendait sur toute sa largeur, ses bancs en bois alignés en rangées. Une estrade surélevée soutenait le banc du juge, sur les côtés se trouvaient des sièges pour les avocats, les procureurs et les témoins. Marcella s'installa à côté d'Isabelle, la grand-mère de Gaël, dont les mains tremblantes et les yeux brillants racontaient leur histoire. De l'autre côté de l'allée, l'accusé Arturo Moral était assis, menotté, la tête baissée. Quand ce fut le tour de Gaël, un silence si profond s'installa dans la salle qu'il en parut palpable. La psychologue prit place à côté de lui, le juge s'inclina vers lui d'une voix douce comme le crépuscule. « Gaël, te souviens-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui » Il regarda le juge, Marcella, puis sa grand-mère, et murmura une réponse claire et brève. « Quand je faisais une erreur, il m'enfermait dans la salle de bain, éteignait la lumière, fermait la porte et m'oubliait. » Un souffle collectif sembla se libérer dans la salle. Le juge expira lentement. « En avais-tu déjà parlé à quelqu'un » ? « J'ai essayé, dit-il, je l'ai noté sur un devoir, mais personne n'a rien vu. Seul mon professeur a vu. » Les yeux de Marcella se fermèrent brusquement, des larmes coulant spontanément. Se levant, le procureur s'avança vers le centre, une enveloppe à la main. « Votre honneur, je présente les preuves, un test de mathématiques avec le mot « à l'aide » griffonné en son centre, et un dessin représentant une pièce fermée avec une silhouette sombre à l'extérieur, ceinture à la main. » Des copies furent distribuées, chaque page murmurait ce qui était passé inaperçu jusqu'à présent. Le juge étudia les papiers, puis regarda à nouveau Gaël. « Maintenant, Gaël, avec qui veux-tu vivre » Il jeta un coup d'œil à sa grand-mère. « Avec elle, dit-il. Elle écoute. Elle laisse la lumière allumée quand j'ai peur. » Isabelle pleurait doucement, serrant un vieux mouchoir contre sa poitrine. Une brève pause suivit les plaidoiries finales. Marcella et Isabelle se glissèrent dans la pièce voisine. Gaël, épuisé, dormait sur les genoux de sa grand-mère, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. À leur retour, la sentence serait lue. Mais pour tous, une vérité transparaissait déjà dans le silence de la salle d'audience, la voix de Gaël avait enfin été entendue, et dans cet espace, le silence cédait la place à la justice. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux fleuris d'une humble maison aux murs jaunes de San Joaquin. Des cadres en bois patinés soutenaient les vitres, mais à l'intérieur flottait une odeur de café frais. Une pile de linge soigneusement plié était posée sur la table, le lit était fraîchement fait, une peluche adorée perchée sur l'oreiller. C'est ici, dans cette cuisine simple, que vivait désormais Gaël. À chaque aube, Isabelle se levait tôt. Elle faisait griller du pain beurré, réchauffait un pot de lait et posait un verre de jus sur la table. Elle redécouvrait les doux rythmes de l'enfance, les secondes précises pour se brosser les dents, la pause entre la question et la réponse, le silence entre une vague de peur et une étreinte apaisante. Elle savait qu'elle ne pourrait pas effacer son passé, mais elle pouvait prouver que quelqu'un lui tiendrait la main, chaque jour. 3 fois par semaine, Gaël retournait au centre pour enfants pour des séances avec son psychologue. Il parlait peu,
mais ses dessins étaient éloquents, des châteaux avec de hautes tours, des pièces aux fenêtres ouvertes et, plus frappant encore, tous ces personnages souriants. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il n'avait plus peur du noir, confia Marcella à Isabelle en lui montrant le croquis d'une lampe allumée. Isabelle ferma les yeux, émue. Il se réveille encore parfois, en sursaut, admit-elle, mais il ne pleure plus comme avant. De retour à l'école, Marcella prépara soigneusement le bureau de Gaël, elle le nettoya, y déposa un mot coloré et choisit un livre spécial. Avec un message pour ses camarades, demain, un ami très courageux revient, elle prépara le terrain pour son retour. Lorsque le portail s'ouvrit, Isabelle prit Gaël par la main. Son petit sac à dos rebondissait sur ses épaules, ses cheveux étaient soigneusement peignés, ses vêtements frais, parfumés au savon. Mais surtout, son visage arborait un sourire timide et plein d'espoir. Marcella le remarqua de loin, penché, les bras ouverts. « Puis-je » murmura-t-elle. Gaël hésita un battement de cœur, puis courut dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. « Je suis de retour. » En classe, des regards curieux observaient sans juger. Gaël s'assit à son vieux bureau, ouvrit sa trousse toute neuve et commença à dessiner, une petite maison, une femme aux cheveux attachés, un enfant avec une étoile sur la poitrine et un grand soleil qui brillait au-dessus de sa tête. Marcella s'arrêta à ses côtés. « C'est chez toi maintenant » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Oui. Maintenant, c'est fait, et je peux aller et venir à ma guise. » Des semaines plus tard, à 9h05, l'audience finale pour la garde des enfants eut lieu. Isabelle serra Gaël contre elle et murmura « Tout ira bien ». Arturo Moral, autrefois provocateur, parut calme. Le juge commença par des mots solennels, ils étaient là pour décider de la garde définitive de Gaël et pour juger les violences qu'il avait subies. La procureure a relaté chaque détail, le témoignage de Gaël, le rapport psychologique, les dossiers scolaires, ses dessins, l'opération de sauvetage et même le moment du méfait flagrant. Ce n'était pas de l'éducation. C'était de la cruauté, a-t-elle déclaré, exhortant le tribunal à accorder la garde à Isabelle, qui seule avait prouvé son amour, sa stabilité et un lien indéfectible. Arturo marqua une pause lorsqu'on l'invita à prendre la parole. « Je croyais bien enseigner » murmura-t-il. « Je ne voyais pas en quoi c'était mal d'enfermer un enfant de 6 ans dans des toilettes obscures. » Finalement, le juge se tourna vers Gaël. « Voulez-vous dire quelque chose ?» Son regard passa de Marcella à Isabelle, puis au banc. « Je veux vivre avec ma grand-mère » dit-il. « Chez elle, il y a des fenêtres, de la lumière, et personne ne crie. » Un silence plus épais que les mots s'est installé. Puis le juge a prononcé, la garde à vue a été accordée à Isabelle Reyes et Arturo Moral a été reconnu coupable de maltraitance et de séquestration. Isabelle prit Gaël dans ses bras. Marcella expira comme si elle prenait sa première grande inspiration depuis des années. Une semaine plus tard, à l'école Benito Juárez, les enfants se sont rassemblés dans la cour, chacun tenant une fleur en papier aux couleurs vives. La directrice, Sandra, s'est exprimée avec chaleur, « Aujourd'hui, nous célébrons plus que la fin d'une épreuve. Nous célébrons le courage, car parfois les héros portent un badge d'enseignant. » Marcella a été appelée à l'avant et a reçu une simple plaque portant l'inscription, pour avoir écouté les voix que personne d'autre n'entendrait. Les larmes lui sont montées aux yeux, non pas à cause de l'honneur, mais parce qu'elle a aperçu Gaël parmi les élèves, rayonnant et agitant les mains. À cet instant, elle a su que chaque pas en valait la peine. Cet après-midi-là, Marcella retourna en classe pour corriger les copies. Un par un, les élèves déposèrent les leurs sur son bureau. Arrivée à celui de Gaël, elle remarqua une dernière ligne, parfaitement écrite sous sa dernière réponse. « Merci de m'avoir sauvé. » Elle garda le papier pendant de longues secondes, la main sur la bouche, les larmes aux yeux. Plus tard, elle le rangea soigneusement dans une chemise spéciale, un trophée de résilience et d'amour. Dehors, Gaël traversa la cour de récréation en courant, les bras tendus, un enfant enfin libre d'être simplement un enfant.